Après les fortes chutes de neige dans le centre et l'est de la France, près de 150 000 foyers ont été privés de courant. Ce soir, un peu plus de la moitié n'ont toujours pas d'électricité. La neige en plaine s'est transformée en pluie violente avec des rivières en crue et des inondations. Au Vatican, les 115 cardinaux sont tous secrets. Ils viennent de s'installer dans la résidence Sainte-Marthe, près de la chapelle Sixtine, où commencera demain le conclave. Ils doivent élire le successeur de Jean-Paul II, un conclave dont le déroulement est savamment codifié. Le devoir de mémoire, 2 millions de Cambodgiens victimes de la folie de Pol Pot, un génocide qui a commencé après la prise de Phnom Penh il y a 30 ans par les Khmers rouges. Journée nationale de l'hémophilie, grâce à de nouveaux traitements, des injections plusieurs fois par jour ou par semaine, les jeunes peuvent vivre une vie quasi normale. Et puis du cinéma avec la sortie de l'Empire des loups, le maître du polar, Jean-Christophe Granger, après Les Rivières pourpres, voit une nouvelle fois un de ses romans adaptés sur grand écran, nouveau tourbillon d'épouvante et de violence avec Jean Reno. Madame, Monsieur, bonsoir. L'hiver donc, le retour, un retour qui a surpris par son ampleur. En 24 heures, tout le centre-est du pays a été touché. Une neige tombée en abondance, collante, qui a endommagé les lignes EDF. Globalement, à la mi-journée, 145 000 foyers étaient sans courant. Et dans l'Isère, le nombre de familles toujours sans électricité a augmenté après les chutes de neige de la nuit. Benoît Gadret, Philippe Chuvet. À pied d'œuvre depuis 48 heures. Les équipes d'EDF réparent les lignes les unes après les autres. La neige lourde et collante a mis les fils à terre et le travail ne manque pas. Ces agents volontaires appelés en renfort viennent de Dijon. À travers champs, la tâche est rude. 30 cm de neige au moins. Et les accès, c'est tout dans les champs, tout dans les prés, donc tout à pied, quoi. La ligne en chantier dessert le village de Chevrières. À 300 mètres d'altitude, il est donc tombé 30 cm de neige. Dans le café du village, c'est le système D. Le patron a branché son groupe électrogène. Et le repas a pu être servi aux clients qui, depuis 48 heures, n'ont plus d'électricité chez eux. Vous savez bien, tout ce qui dépend de l'électricité, il faut qu'elle manque pour qu'on se rende compte que ça nous rend service. Dans la maison voisine, Adrienne Hugonin et sa mère ont remis en chauffe la vieille cuisinière à bois. Le chauffage à l'ancienne a parfois du bon. Parce que je ne veux pas l'enlever, moi, ma cuisinière à bois. Tant que je vivrai, je pense que je vais cuisiner sur mon bois. L'absence d'électricité pénalise également les agriculteurs. Ici, on fabrique le fameux Saint-Marcelin et faute de courant, l'exploitation est perturbée. En plus, nous, on a une fromagerie, alors ça nous pose quelques petits problèmes quand même, fromagerie, puisque c'est tout automatique. La chambre froide commence, la température remonte, ou ça doit être chaud, c'est plus froid, quoi. Dans l'Isère, 32 000 foyers restent sans électricité et pour eux, il va falloir encore attendre. On va continuer jusqu'à ce que tout soit rétabli. En principe, demain, la situation devrait être redevenue normale. En attendant, et comme la nuit dernière, ils seront nombreux ce soir à s'éclairer à la bougie. La neige, mais aussi les inondations avec en pleine de violentes pluies, provoquant en Auvergne, dans le sud de la Bourgogne et dans la région Rhône-Alpes, la crue de plusieurs cours d'eau, des inondations qui ont entraîné l'évacuation des riverains. Thierry Curtet. La maison de retraite est pourtant située en plein centre-ville, mais il a fallu l'évacuer de toute urgence ce matin. Le plan rouge fut déclenché lorsque l'eau noya la salle à manger sous un mètre d'eau. Une centaine de pensionnaires fut évacués et relogés dans d'autres établissements de Bourg-en-Bresse. Sur les visages, on lisait plus la surprise que l'angoisse. Vous avez froid ? Eux ont passé la nuit sans électricité. L'hôpital de la Tour du Pin, un peu plus au sud, dans l'Isère, héberge 134 patients, moyenne d'âge 85 ans. L'établissement n'est pas équipé de groupe électrogène de secours. Vous voulez une couverture supplémentaire ? Pas de chauffage, la toilette à l'eau froide, pas de la vaisselle. monter les repas en cuisine. C'est la neige qui a rompu les câbles électriques. EDF apparaît à l'urgence en amenant un groupe électrogène. La réparation des lignes prendra un peu de temps. En amont de Cluny, en Saône-et-Loire, les agriculteurs et les vaches sont habitués aux inondations. Mais là aussi, la montée des eaux a été brutale, alors les bêtes se débrouillent, seules. Elles ont traversé toute la parcelle comme elles l'ont fait. Elles connaissaient l'endroit, elles savent où il faut aller pour sauver. Bon, il y a les veaux qui ont, à mon avis, sont tous là. Si une accalmie est prévue dans les prochaines heures, la semaine s'annonce pluvieuse sur toute la région. Et en Suisse, sur une route rendue glissante par la neige, un autocar a versé dans un ravin, une chute de 150 mètres, 12 morts et 15 blessés selon un dernier bilan, dont plusieurs dans un état grave. Paul de Genève.
La chaussée était dégagée mais encore mouillée. La visibilité très mauvaise. Il était 10 h ce matin quand le car, pour une raison encore inconnue, a quitté la route qui mène au tunnel du Grand Saint-Bernard. Il a d'abord fait plusieurs tonneaux avant de dévaler cette pente et de s'écraser 160 mètres plus bas. Voici les premières photos. À bord, 27 personnes qui se rendaient en Italie, toutes d'origine suisse. 12 sont mortes, 15 blessés, dont 4 grièvement. Plus de 200 secouristes, dont des guides de haute montagne, ont été mobilisés. Mais le terrain trop pentu les a contraints à utiliser un hélicoptère pour évacuer toutes les victimes. L'un des chauffeurs est décédé et selon son patron, il était expérimenté et le car quasiment neuf. Les deux chauffeurs sont de bons professionnels et employés ici depuis longtemps. L'un d'eux nous a appelés pour nous avertir. Il était blessé et en état de choc. Les blessés ont été évacués vers les hôpitaux de Sion où une chapelle ardente a été installée. Cet accident est le plus grave en Suisse depuis 1982. À Paris, près des décombres de l'hôtel ravagé par un incendie dans la nuit de jeudi à vendredi, des fleurs ont été déposées en hommage aux victimes. Le bilan qui s'est alourdi, désormais ce sont 22 personnes qui ont péri dans l'incendie. Les pompiers ont en effet découvert ce matin le corps d'un jeune enfant qui n'a pas été pour l'heure identifié. Un bilan toujours provisoire. Par ailleurs, 31 blessés sont toujours hospitalisés, dont 15 enfants. À la mairie du 9e arrondissement, une cellule de crise accueille des familles à la recherche de leurs proches et les rescapés qui raconte. Sophie Rodier, Frédéric Capron. Depuis 48 heures, c'est un balai incessant à la cellule de crise. Des familles à la recherche de la moindre information sur leurs proches. Certains rescapés témoignent. J'ai perdu ma femme, ma fille de 2 mois. Et jusque-là, je ne sais pas où elles sont. Alors donc, jusque-là, ça fait 2 jours, nous sommes là en entente. Ils ne savent pas nous dire exactement où se trouve la femme et sa fille. Bon, elles sont décédées, on ne sait pas. Ils ont demandé à ce qu'on leur ramène des photos pour au moins s'identifier. L'identification, ça n'a pas été encore fait, on ne sait pas. Et jusque-là, rien. Rien, depuis vendredi 2 h du matin. Cette nuit-là, Enza est l'un des rares hommes du 5e et dernier étage. Alerté par une voisine, il comprend vite que la situation est désespérée. Je suis sorti. Pour voir sur l'escalier, on pouvait pratiquer l'escalier pour descendre. Et de là, c'était impraticable. Et pleine fumée, le feu était déjà en avance. Et je suis sorti, je suis revenu. Le temps de revenir vers la chambre, je ne sais plus où se trouvaient les femmes. Je les appelle, aucune réponse. Aucune réponse. Et la fumée maintenant aussi avait envahi la chambre. Et c'est là que je me suis quand même trimballé par la fenêtre. Et quand je suis tombé par la fenêtre, je suis tombé sur une toit de côté. Lui a été sauvé miraculeusement. Mais depuis 2 jours, il erre dans tous les services pour trouver une trace de sa femme et de son bébé. La Croix-Rouge et le SAMU l'ont accompagné à l'Institut médico-légal. Ils ne sont ni sur la liste des blessés, ni parmi les corps identifiés. Il faut se rendre à l'évidence. On sait qu'elle n'est plus là, elle n'est plus là. C'est tout. Aujourd'hui, l'histoire d'Enza Fofana, c'est la douleur et un deuil impossible. À Paris et en région, plusieurs centaines d'hôtels meublés font office de logements d'urgence qui accueillent de nombreux immigrés déboutés du droit d'asile ou en attente. Certains sont placés là par les services sociaux, d'autres, faute de logement et de papiers, n'ont pas d'autre choix que de vivre dans ces structures, devenues au fil du temps un système au coût exorbitant qui enrichit les marchands de sommeil. Reportage Benoît Bringer, Laurent Desbois. Pour ouvrir, il faut au moins 2 minutes pour la France pour l'ouvrir. Depuis 5 ans, ils vivent ici. Lui, sa femme et ses 5 enfants. 7 en tout dans 17 mètres carrés seulement. Mois après mois, le studio tombe en ruine. Des conditions de vie intenables. Quand j'ouvre le clic-clac, personne ne bouge. Si on va aux toilettes, il faut sauter, il faut marcher sur la tête. On marche sur les pieds, il faut sauter. Attends, je vais faire de la place. Attends. Pendant plus de 3 ans, ils ont reçu des aides pour payer leur loyer exorbitant, 3 000 € par mois. Mais depuis qu'ils ont leurs papiers, plus d'aide financière, ils craignent d'être expulsés. Ici vivent des dizaines de familles défavorisées, toutes logées par le même propriétaire dans cet hôtel de fortune du 11e arrondissement. La plupart des loyers sont payés par la mairie, le SAMU social ou des associations. Yamina, elle, vit dans la cave avec ses 4 filles. Le propriétaire lui demande 1 600 € par mois,
Elle n'arrive plus à payer. Pas une seule fenêtre et juste à côté les installations pour tout l'immeuble. Ça c'est pour l'eau chaude et l'eau froide en même temps. Et, Voilà. et Et ça c'est les toilettes chimiques, voilà pour les enfants. Vous voyez là. Voilà. Depuis des années, Yamina demande un logement social en vain. La situation est devenue trop difficile, elle craque. Tout le monde que je suis ici dans la merde, je suis fatiguée. Vous comprenez là? Je suis fatiguée, monsieur, j'en ai marre. Même situation pour cet homme quelques étages plus haut. Ils vivent dans une seule pièce à 4, dont la mairie paye le loyer. C'est l'escroquerie, ça fait 14 mètres carrés pour 1400 €, mais c'est l'escroquerie. Pendant 4 ans qu'on vit ici, c'est l'escroquerie, monsieur. Depuis l'incendie de l'hôtel Paris Opéra, les familles qui vivent ici sont de plus en plus inquiètes pour leur sécurité. Il n'y a aucune issue de secours. Le propriétaire l'a condamné pour construire un local commercial qu'il loue plusieurs centaines d'euros par mois. Au Vatican, les 115 cardinaux électeurs viennent de rejoindre la maison Sainte-Marthe, spécialement aménagée pour accueillir ceux qui vont, à partir de demain, désigner le successeur de Jean-Paul II. Auparavant, les cardinaux ont profité de leurs dernières heures de liberté pour célébrer une messe. Le conclave commence donc demain. Les hauts dignitaires de l'Église sont placés au secret. Rien ne filtrera de leur délibération. C'est selon les instructions laissées par Jean-Paul II que se déroulera le conclave. Mode d'emploi de cette élection qui doit recueillir les 2/3 des suffrages pour être validé. D'après les vaticanistes, le conclave ne devrait pas durer plus de 3 jours, peut-être moins. Gérard Grisbeck, Romain Potocki. Depuis le XVIIe siècle, les conclaves se tiennent ici, dans la chapelle Sixtine, la plus grande du Vatican. Nulle part au monde n'existe un ensemble de fresques aussi vaste. De la Genèse jusqu'au jugement dernier, c'est une Bible illustrée, signée Michel-Ange. Demain après-midi, les 115 cardinaux entreront ici en procession puis s'enfermeront pour prêter serment de tenir secret tout le conclave avant de procéder au vote. C'est aussi une tradition qui vient du Moyen-Âge. Certains se souviennent du dernier conclave de 1978. Il y avait les chaînes, les cadenas avec multiples clés. Une clé était confiée à une personne, l'autre à une autre personne, de façon à ce qu'on ne puisse pas ouvrir. C'était encore la conception médiévale des conclaves. Conclave veut dire fermé avec les clés. Et il y avait vraiment ces clés qui tournaient dans les serrures. Cette idée du conclave est aujourd'hui obsolète. Pour la première fois, les cardinaux pourront sortir de la chapelle Sixtine, qui ne sera plus qu'un bureau de vote. Certes, ils devront rester dans l'enceinte du Vatican, mais ils profiteront à l'envi des jardins et surtout d'un hôtel de luxe, la maison Sainte-Marthe, avec chambre, salle de bain, salon, salle à manger, bref, rien à voir avec les conditions spartiates du passé. Chaque matin et chaque après-midi, ils feront le trajet à pied ou en autobus, et dans la chapelle Sixtine, ils rempliront ce bulletin qu'ils déposeront dans des urnes d'argent et de bronze doré. Et ce, 4 fois par jour, tant qu'un nom n'aura pas obtenu les 2/3 des suffrages. Les bulletins sont brûlés en fin de matinée et en fin d'après-midi. Si personne n'est élu, ce sera une fumée noire. Si le pape est élu, ce sera une fumée blanche et les cloches sonneront à toute volée. Ce qui est nouveau, car au moment de l'élection de Jean-Paul Ier, il y avait eu une incertitude, la fumée était orange. Qui sera le 265e pape de l'histoire de l'Église? Ces derniers jours, selon les analyses et les rumeurs, il y aurait 2 camps et 2 candidats pour symboliser les chefs de file des conservateurs et des progressistes, l'Allemand Joseph Ratzinger et l'Italien Carlo Martini. À côté de ces noms souvent cités, en circulent d'autres. Voici les favoris et les outsiders de ces papabili. Philippe Arroir. L'héritage spirituel de Jean-Paul II ne craint pas d'être dilapidé. 113 des 115 cardinaux électeurs ont été créés par le pape défunt. Le choix est plutôt entre les partisans d'une ouverture du gouvernement de l'Église et les gardiens vigilants de l'autorité romaine. Le cardinal allemand Joseph Ratzinger est le représentant de cette ligne dure. 78 ans, président du conclave, l'homme de confiance de Jean-Paul II fait figure de favori. À défaut, ce pourrait être un de ses proches, Angelo Scola, patriarche de Venise, brillant cerveau de l'Église, mais âgé seulement de 64 ans. Ou encore le dominicain Christoph Schönborn, archevêque de Vienne, ancien élève de Ratzinger, doté d'une grande expérience internationale, mais il n'a que 60 ans. Parmi les cardinaux de Curie, il faut compter avec Camillo Ruini, 74 ans, vicaire de Rome, bon administrateur et bon organisateur. Ou encore avec le Colombien Dario Castrillon Hoyos, 76 ans,
président de la congrégation du clergé qui ne manque ni de souffle spirituel ni de finesse. Le chef de file des réformistes est le cardinal Martini, ici à gauche, ancien archevêque de Milan. De santé fragile, il met en avant son successeur, Dionigi Tetamanzi, 70 ans, bon pasteur, apprécié des Milanais, mais sans envergure mondiale et pas du tout polyglotte. On parle aussi de Ennio Antonelli, archevêque de Florence, 70 ans, prélat discret et de compromis dans le vivier italien. Le patriarche de Lisbonne, José Policarpo, 69 ans, pourrait faire le lien entre l'Europe et l'Amérique latine, qui a aussi ses candidats, comme le Brésilien Claudio Umes de San Paolo, 69 ans, un franciscain, apôtre de la lutte contre la pauvreté dans son pays. Ou Geraldo Agnello, 72 ans, archevêque de Salvador de Bahia, toujours au Brésil, qui a à la fois une expérience de terrain et du Vatican. À moins que le Saint-Esprit n'inspire d'autres noms aux cardinaux qui votent à partir de demain. Ça, c'est la seule certitude. Politique avec la campagne sur la Constitution européenne, le Parti socialiste se divise, se déchire un peu plus chaque jour. Aujourd'hui, Henri Emmanuelli lance devant les militants à Montreuil un appel à restructurer le parti en organisant un congrès comme celui d'Épinay. Il défie François Hollande qui lui répond. Jeff Wittenberg, Jacques Gérard. Au départ, il avait paru hésiter à se lancer dans la campagne. Lui, l'ancien premier secrétaire, semblait vouloir respecter une certaine discipline de parti. Mais aujourd'hui, les sondages sourient au non. Le député des Landes n'a plus de complexe, ni même le souvenir qu'une majorité de militants du PS avaient voté oui. Ça y est, c'est une histoire qui a 3 mois, on va pas recommencer avec ça. Ça fait un moment que c'est. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Les camarades qui veulent plus de matériel, plus d'affiches. Affiches, autocollants, tracts, il n'y en aurait pas assez à coller et à distribuer tant la demande est forte, affirment ces militants du non, eux aussi très à l'aise d'être à la fois membres du PS et opposés à sa ligne officielle. Nous respectons le vote des militants puisque nous ne faisons pas campagne avec le point et la rose. Un parti, la direction d'un parti peut se tromper, hein. C'est arrivé dans l'histoire. Et pour être encore plus clair, Henri Emmanuelli réclame lui un nouvel Épinay, rien moins que la refondation de l'actuel parti né du congrès d'Épinay il y a 34 ans. François Hollande est non seulement défié, mais on lui donne même des conseils. Je lui ai dit déjà dans une interview, je le répète, je me demande si le moment pour le Parti socialiste et notre direction n'est pas venu d'aviser et de se raviser. Le dynamisme est avec nous, mes chers camarades. La force est avec nous. Henri Emmanuelli, sûr de lui comme si les jeux étaient déjà faits, pour François Hollande, c'est une provocation. Tous ces comportements-là sont, pour les militants socialistes, insupportables. Ces comportements-là, bien sûr, seront appréciés, ou plus exactement condamnés politiquement. En attendant, même sans le point et la rose, les militants socialistes du non font campagne et ne se sentent nullement menacés. Parmi les tenants du non à droite, Jean-Marie Le Pen, le leader du Front National, invité de nos confrères d'RTL, a dénoncé la position de Jacques Chirac après son intervention à la télévision. Une intervention choquante d'après lui. On l'écoute. Je trouve assez choquant l'intervention du président de la République, surtout qu'elle se situe en dehors de tout décompte de temps entre le oui et le non. Et je trouve ça choquant parce que la conception que j'ai du président de la République, dans des circonstances comme celle-là, c'est celle d'un arbitre. Or, l'arbitre tape dans le ballon avec son pied, pas toujours habilement d'ailleurs, mais enfin, et donc il n'est plus un arbitre. Par conséquent, on devra le savoir. Du côté du gouvernement, Dominique de Villepin a estimé que quels que soient les résultats du référendum, il y aura une inflexion de la politique. Le ministre de l'Intérieur était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1. Voici ses propos. Quel que soit le résultat du référendum, que les Français votent oui ou qu'ils votent non, il faudra une politique plus volontaire, encore plus audacieuse, encore plus solidaire. Ça me paraît une vérité d'évidence. Et lors de ce débat avec le président de la République, cela est apparu comme une évidence à tous. Et pour finir, ce sondage qui, contrairement au jour précédent, montre un léger tassement du non, avec 53% des intentions de vote pour le non. Donc le oui est à 47% selon Louis Harris Libération.
Journée nationale consacrée à l'hémophilie, cette maladie génétique qui se transmet de mère en fils. Quelques 5000 personnes sont concernées grâce au traitement. Aujourd'hui, les jeunes à l'école ou dans la rue surmontent leurs craintes et arrivent à vivre une vie quasi normale. À leur disposition, des injections plusieurs fois par semaine ou par jour. Laurence Deleur, Frédéric Pasquette et Rémi Poissonnier. Tiens ton casque. Ce casque, Benoît s'en dispenserait bien lorsqu'il sort avec ses copains. Mais pas question pour lui de faire du sport sans se protéger. Benoît est hémophile, le moindre choc peut entraîner un épanchement de sang et bloquer ses articulations. Le garçon est casse-cou malgré tout. Il y a une semaine, il est encore tombé. Ces produits permettent d'éviter une hémorragie. À tout moment, sa mère est prête à lui faire une injection en plus de son traitement habituel 1 jour sur 2. Lui, ça lui permet de vivre comme les autres parce que vu que je ne travaille pas, il a son portable et dès qu'il lui arrive quelque chose, il m'appelle quand il est parti jouer avec ses copains. Ce traitement n'existe que depuis une dizaine d'années. Grâce à lui, le quotidien des hémophiles s'est beaucoup amélioré. Le sport, autrefois interdit, leur est accessible par exemple. Mais il faut apprendre à vivre avec la maladie. C'est l'objet de ce stage, parvenir à se traiter seul pour être plus autonome. Alors si tu veux bien purger, il faut que tu la tiennes bien droite parce qu'autrement il va rester des bulles. Toc. Parfait. Si j'ai un problème, si je tombe, le coup de la cheville par exemple, je le fais moi-même. On n'a pas perdu de temps à appeler l'infirmière. Pas facile pourtant de se piquer soi-même. Gaëtan a franchi le pas il y a 2 ans, mais il a encore besoin de conseils. Et après, ce qu'il faut que tu arrives à faire, c'est avec ton petit doigt, à tirer la peau comme ça. L'injection, chaque matin au réveil, lui pèse parfois. On n'a pas envie, et puis c'est pénible, et puis c'est pas agréable. C'est pas des moments agréables, et puis faut les supporter parce qu'on n'a pas le choix. Savoir se perfuser, être vigilant au quotidien, autant de garanties pour l'avenir. L'intérêt, c'est d'éviter pour eux d'avoir des problèmes articulaires quand ils seront plus grands et d'avoir un statut d'adulte handicapé. Car on ne guérit pas de cette maladie. Benoît sera toujours plus fragile que les autres et c'est en connaissant ses propres limites physiques qu'il pourra vivre une vie quasi normale. Journée de commémoration pour ce 60e anniversaire de la libération du camp de concentration de Ravensbrück. 1 millier de personnes ont participé à la cérémonie, dont plusieurs centaines de survivants. Ravensbrück était le seul camp de concentration nazi pour femmes, construit à quelques 70 km de Berlin. Autre commémoration en hommage aux victimes du génocide perpétré par les Khmers rouges. Quelques centaines de personnes ont participé à une marche funèbre silencieuse. Un cortège entre le Champ de Mars et le Parvis des droits de l'homme au Trocadéro. Une écharpe noire autour du bras en signe de deuil et des bougies pour marquer l'espoir d'un avenir meilleur. 2 millions de Cambodgiens ont péri sous la terreur et la folie du régime de Pol Pot. Il y a 30 ans, jour pour jour, avec la prise de Phnom Penh, allait commencer l'une des pages les plus sombres de l'histoire. Aujourd'hui, les survivants réclament le procès de leurs bourreaux. L'une d'entre elles, réfugiée en France, s'est confiée à Bernard Lebrun et Marc de Langenhagen. Au cœur de la capitale, le tristement célèbre S-21, le centre de torture des Khmers rouges, devenu musée du génocide. Au S-21, de 1975 à 1979, durant les 4 années de cette terrible dictature, 17 000 personnes ont été enfermées. 7 individus seulement en sont ressortis vivants. Une folie meurtrière qui a commencé il y a 30 ans, le 17 avril 1975. La libération, disait la carte postale, terrible illusion. Les forces révolutionnaires khmères renversent le régime corrompu pro-américain du général Lon Nol, mais son remplaçant, le frère numéro 1 Pol Pot, va ramener le Cambodge à l'année 0, au néant. Ce 17 avril, cette femme s'en souvient. Franco-vietnamienne, née à Phnom Penh, elle s'y trouve bloquée avec sa famille. Par manque d'argent, ils n'ont pu évacuer. Le 17 avril, c'était un lundi matin, je crois, et je me préparais à retourner à l'ambassade de France parce que j'étais secrétaire au service culturel. Le lendemain, les 2 millions d'habitants de la capitale, sous prétexte de bombardements américains, sont expulsés vers la campagne. Durant 4 ans, Denise va vivre l'enfer des camps de travail forcés. Sa fille de 8 ans y mourra de faim dans ses bras. Ils ne nous donnaient qu'un bol de soupe de riz. Et quand vous sortez le potage, il reste à peine une louche de riz dedans, vous videz l'eau, il n'y avait qu'un peu de riz au fond de votre gamelle. Et tous les jours, il fallait rajouter des épinards sauvages, des sauterelles, tout ce que vous trouvez, vous rajoutez. Si vous avez un crapaud, c'était un festin.
Survivante du génocide cambodgien, 30 ans après, Denise vient d'écrire ses mémoires d'une rescapée de l'enfer. En 1979, les Vietnamiens qui chassèrent Pol Pot organisèrent ce premier procès des Khmers rouges. Denise, que l'on voit ici, était citée comme témoin. J'ai témoigné, mais ce procès n'a rien donné, parce que les Khmers rouges étaient condamnés par contumace à mort. Par contumace, en leur absence, Pol Pot, mort dans son lit à 68 ans, a échappé à tout jamais au procès de ses crimes. Mais nombre de ses lieutenants vivent en liberté au Cambodge, tel ici Yang Sari, numéro 3 du régime. Idem pour Khieu Samphan, ex-chef de l'État de ce Kampuchéa démocratique. 30 ans après, les parents des 2 millions de victimes attendent encore qu'un tribunal juge les assassins de leur propre peuple. Et comme chaque jour, nos pensées vont à Florence Aubenas et à Sangui Dussen Hanoun. Ils sont détenus en Irak depuis 102 jours maintenant. Dans le reste de l'actualité en France, dans le cadre de la rénovation urbaine, une barre de plus de 260 logements HLM à Meaux, la Caravelle Champagne a été démolie, truffée d'explosifs. Ce bâtiment de 10 étages s'est effondré sur lui-même en quelques secondes. Les familles qui habitaient encore le bâtiment ont été relogées pour la plupart dans le même quartier. La santé dans nos assiettes, avec un sujet qui nous concerne tous, la consommation de pain. 30 milliards de baguettes vendues chaque année et cette recommandation de l'Agence française de sécurité sanitaire et de l'OMS, faire baisser la teneur en sel de 25% en 5 ans. Marie-Pierre Samitier, Carole Gréco. Ici, on a commencé à réduire la quantité de sel dans le pain. 1 gramme de moins pour une baguette depuis 2 ans. Objectif de cette boulangerie, enlever encore quelques grammes d'ici 2007, sans trop surprendre les clients. Pour pas qu'ils ne le trouvent pas du jour au lendemain, pour pas qu'il y ait une transition trop importante. Donc en diminuant progressivement, ils s'habituent. Donc ça va amener quoi pour nous? Ça va amener surtout à faire ressortir les arômes naturels du pain. Les recommandations scientifiques se multiplient pour inciter les Français à consommer moins de sel et la Confédération nationale de la boulangerie organise même des sessions de formation à Rouen pour inciter les boulangers à enlever le sel. Mais voilà, il y a quelques réticents. La crainte d'un boulanger, c'est de se dire si mon pain est moins salé, peut-être que le client va aller ailleurs. Donc il y a un problème commercial. Donc ce problème commercial est un frein à la diminution du sel. Or aujourd'hui, on sait quand même que c'est un problème de santé publique. Le constat aujourd'hui est simple, il y a trop de sel dans les aliments transformés. Quiche, viennoiserie, pizza et dans le pain. Les 33 000 boulangers n'ont fait que suivre la tendance des années 60, qui était de saler le pain blanc et ce de plus en plus. Les boulangers, dans les années 60 à 70, ont fait un pétrissage intensifié, donc incorporaient beaucoup d'oxygène dans les pâtes. Et donc le pain aurait été fade si on n'avait pas compensé par un ajout de sel. Le pain représente 30% de l'alimentation quotidienne de chaque Français. En enlevant 4 grammes de sel dans chaque baguette, on se rapprocherait des normes préconisées par les médecins. Et les clients justement, que pensent-ils du pain fabriqué ici? Je trouve qu'il n'est pas trop salé justement, c'est ce qui est la différence de beaucoup de boulangeries. Il n'est pas trop salé et il est très très bien fait. En Europe, seule la Belgique impose aux boulangers un taux maximum de sel. En France, on attend toujours une réglementation à l'étude chez les fonctionnaires de Bercy. Les classements des plus fameux vins de Bordeaux fêtera demain ses 150 ans. On notera que peu de manifestations sont prévues pour l'événement, sans doute parce que certains critiquent de plus en plus cette hiérarchie. David Bazier, Bernard Bonarme. 150 ans que la Chambre de commerce de Bordeaux conserve précieusement le fameux document. Ce classement des meilleurs crus procure toujours notoriété et prospérité. C'est l'original. C'est le document rédigé en 1855. Premier cru, Château Laffitte, Pauillac. Château Margaux, Château Latour. En 1855, c'était une première. Napoléon III voulait un classement d'excellence pour l'exposition universelle. Sur la route des châteaux du Médoc, c'est toujours un argument commercial. Altacos d'Estournel, un second cru dont on dit qu'il est digne des premiers. Vous avez 1893 en bouteille et 1875 qui est un millésime grandiose. Être cru classé en 1855, ça veut clairement dire qu'on a reconnu votre état aristocratique. Et le problème n'est pas de savoir si vous en êtes digne et si vous le méritez aujourd'hui, c'est simplement un fait, tout comme quelqu'un est né duc ou prince ou comte ou baron. Le classement est donc quasi immuable. C'est son problème, disent certains, car il influence encore directement les prix. Tous les premiers en 2000 sont à 400 €. Pour prendre dans le même millésime les seconds, Cos d'Estournel,
100 €, c'est presque réduit du simple au quart, ce qui ne veut pas dire qu'il y a un rapport de qualité. On vous dit, voilà quelque chose qui a été fait il y a 150 ans, c'est parfait. Et rien n'a bougé, alors que vous regardez, tout a bougé. Pour le propriétaire de Léoville-Las-Cazes, les techniques de vinification, les surfaces cultivées ont changé. Conséquence, la hiérarchie ne peut plus être la même, sans parler des non classés qui mériteraient de l'être. Je pense que dans beaucoup de cas, c'est un mensonge. Mais le gardien des crus classés de 1855 ne veut pas renoncer à ce fabuleux outil de promotion. La validation de cette classification se fait tous les ans par les prix qu'obtiennent les crus et par leur vente ou leur mévente si ça n'allait pas. Pour le consommateur, le choix n'est donc pas simple entre le classement officiel, les avis de la critique, les faits millésimes, les prix spéculatifs, de quoi donner le tournis, surtout en période de crise. L'actualité sportive avec d'abord les 24 heures du Mans moto sous un vrai soleil sur le circuit de la Sarthe. Une centaine de concurrents pour une course suivie par 80 000 passionnés. La Yamaha, pilotée par les Français William Coste, Sébastien Gimbert et l'Espagnol David Checa, a remporté cette 28e édition. Cette année, les mesures de sécurité avaient été renforcées pour éviter tout accident ou tout débordement en marge du circuit. Reportage Romuald Bonan, Gabriel Camille. Pour la centaine d'équipages des 24 heures du Mans, il faut de l'endurance physique et un mental d'acier. Mais à côté du circuit Bugatti, juste après le départ, c'est déjà le gros coup de fatigue pour certains des 80 000 spectateurs. Ambiance garantie, version motard en camping. C'est pour l'ambiance, histoire d'être ensemble. Et puis ouais, l'ambiance des motards, moi personnellement j'aime bien parce que tout le monde est, on est ensemble quoi. Un public plutôt excité l'an dernier. Alors pour éviter les débordements, autorités et organisateurs ont préféré canaliser les accros de la vitesse et gérer les interdits, comme les burns et autres runs pour jouer aux acrobates à moto ou pour faire exploser la roue arrière. C'est un délire qui nous apporte des sensations de folie quoi. Je sais pas, c'est comme il y en a qui jouent au foot, il y en a qui jouent au hand, nous on fait de la roue arrière quoi. C'est le kiff. Mais à la nuit tombée, le naturel revient au galop. Un simple chemin de campagne devient le lieu idéal pour faire hurler la mécanique lors de runs sauvages cette fois. On passe un peu pour les fous furieux en fait, même si c'est pas le cas, je veux dire, on est aussi raisonnable que d'autres. Moi je suis père de famille, je stun quand même. Hein. En quelques secondes, les concurrents se défient les uns les autres sous l'œil d'autres motards et de pompiers de Paris venus limiter les risques. Se faire empêcher amènerait forcément à un contexte extrêmement difficile à gérer, alors que là en fait à partir du moment où on est présent, on sécurise la zone, on sait que les stunters, comme vous l'avez vu, sont particulièrement respectueux en fait des règles qu'on impose. Au même moment, c'est un spectacle moins déluré qui commence. Un contrôle de gendarmerie tous azimuts, un dispositif exceptionnel pour les 24 heures. Il y a une heure, vous avez consommé du cannabis? Depuis ces 2 derniers jours, une soixantaine d'alcoolémies positives, ce qui montre quand même qu'il y a encore du travail à faire, même si les résultats par rapport à l'an dernier me paraissent encourageants. Pour certains, 24 heures au Mans, dont quelques-unes au poste, tandis que sur le circuit, un équipage français sur Yamaha a pris la tête après 500 tours. Tennis avec la finale du Master Series de Monte-Carlo, la superbe victoire du jeune Rafael Nadal qui s'est imposé face à l'Argentin Guillermo Coria 6-3, 6-1, 0-6 et 7-5. L'Espagnol de 18 ans fait figure de favori maintenant pour Roland Garros. Il a remporté son 3e tournoi de l'année. L'année de la France en Chine qui présente à Shanghai 3 générations de photographes français de Cartier-Bresson à Bettina-Reims. Correspondance Philippe Rochaud, Bruno Carrette. Shanghai, c'est le territoire de chasse de Wang Yaodong. Avec un vieux 6-9, il traque les plaies de la capitale économique de la Chine. Wang Yaodong s'inspire des photographes français des années 60 pour faire passer le message à ses compatriotes. Il en est à sa 3e exposition de photos, tout en noir et blanc, sur le modernisme qui bouscule la Chine traditionnelle. Les gens, nous dit-il, n'ont même plus le temps de déménager, que déjà les immeubles poussent à côté de chez eux. Wang Yaodong se passionne donc pour cette exposition aux Beaux-Arts de Shanghai qui présente aux Chinois 3 générations de photographes français. Du douaneau des années 60 aux jeunes créateurs des années 2000, comme Philippe Ramette, en passant par Bettina Reims ou Pierre Gilles, c'est toute l'évolution de la photo française qui est montrée ici. Elle peut influencer l'esprit déjà très créatif des photographes chinois. C'est très fascinant de se confronter à la curiosité du peuple chinois. On sait à quel point ils sont capables de s'approprier les grandes disciplines artistiques occidentales, comme la musique par exemple.
Wang Yaodong est surtout attiré par ces portraits virtuels que réalise Catherine Icahn et son personnage, Oscar, dont le regard fascinant évolue en fonction de l'attitude du visiteur qui lui fait face. On sait ici qu'ils sont habitués à l'interactivité, ils sont habitués aux images qui réagissent. Donc transposer ça dans le domaine artistique, je crois que ça peut être intéressant. Les techniques adoptées par cette troisième génération de photographes français pourraient bien séduire les jeunes artistes chinois. La troisième génération, ce sont des artistes d'aujourd'hui qui utilisent tous les moyens mis à leur disposition, le portable, l'ordinateur, l'écran plasma, et qui ne se dit pas forcément photographe, qui se dit plutôt artiste multimédia. La majorité des photographes chinois utilisent encore l'image argentique, mais le jeu de l'image numérique et ses possibilités de création devraient rapidement l'emporter. Cinéma avec la sortie mercredi prochain de L'Empire des loups. Le maître du polar, Jean-Christophe Granger, après Les Rivières pourpres, voit une nouvelle fois ses romans adaptés sur grand écran. Nouveau tourbillon d'épouvante et de violence avec Jean Reno comme acteur fétiche qui excelle dans le genre. Pascal Deschamps, Frédéric Basile. La victime est de sexe féminin. Des ouvrières clandestines turques assassinées sauvagement, un tueur à la recherche d'une femme mystérieuse. Pour résoudre cette enquête, le jeune inspecteur Nerto devra faire appel à Schiffer, un vieux policier mis à la retraite pour ses méthodes musclées. Je veux votre avis sur l'affaire. Je suis au rencard. Ça n'a pas d'intérêt la vie d'un flic au rencard. Un nouveau couple de cinéma fondé sur l'opposition entre l'idéalisme du débutant et le cynisme d'un policier qui a franchi les limites. Rigole. T'inquiète pas, changement de méthode, tout en souplesse. Schiffer est forcément sur la touche et j'ai pitié de lui, quoi. C'est un homme... c'est pas un homme mauvais, mais c'est un homme blessé et aigri dont la réponse a été va-t'en. Va-t'en, sinon je vais te faire du mal. Un rôle en or pour un Jean Reno décidément abonné à celui de policier. Là, il n'y en a pas à l'horizon de... Si, puisque le Da Vinci Code, c'est encore une fois le flic français. Je dois avoir une image de garant de l'ordre, que personne ne bouge, s'il vous plaît. Vous êtes en état d'arrestation. Il y a plusieurs possibilités. La première, il va nous égarer. La deuxième? Il détruit peut-être les visages de ses victimes parce qu'il les connaît. Il y a une troisième possibilité? C'est un artiste. L'Empire des loups est la deuxième adaptation d'un thriller de Jean-Christophe Granger. Des succès de librairie convoités par le cinéma qui a flairé la bonne affaire. Sombre, cruel, l'univers de Granger joue sur la fascination du public pour la violence. Il est clair que ce genre de livres, de suspense, ou ce genre de films qui font quand même peur, sont une sorte de catharsis, une sorte d'exorcisme de ces choses qui nous font peur. C'est tout à fait, c'est ce que je dis toujours sur mes livres, ce sont des contes, mais pour adultes. J'ai une vision assez pessimiste du monde. Une vision qui intègre tout de même le mal comme un rouage fondamental de la marche du monde. Comme le livre de Granger, L'Empire des loups, le film est angoissant, excessif. Mais si Granger dit vouloir dénoncer la violence dans ses livres, le passage au grand écran en fait un spectacle d'une redoutable efficacité. C'est la fin de ce journal, je vous remercie de votre attention. Tout de suite la météo présentée par Patrice Drevet, puis 20h55, bon voyage avec Isabelle Adjani et Gérard Depardieu. 0h45, dernier journal, Laurence Piquet. Demain dans les 4 vérités, Françoise Dabord recevra Bernard Debré, 13h Benoît Duquesne, 20h David Pujadas. Et puis demain soir dans Mots croisés, 2 débats, le référendum, la tendance peut-elle encore s'inverser? Quelles sont les vraies raisons du non? Puis Arlette Chabot s'intéressera aux enjeux de l'élection du nouveau pape. Excellente fin de soirée sur France 2.